Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie du procès explosif de Karen Read. Dans la première partie, j'ai relaté les faits et la mort tragique de John O'Keefe, qui avait à peine 46 ans. Karen Read était sa conjointe le 29 janvier 2022. Aujourd'hui, on rentre dans ce procès complètement fou. Il y a énormément de rebondissements. Les avocats de Karen Read, David Yannetti et Alan Jackson, sortent des preuves de leur chapeau comme ça. Et ils n'arrêtent pas de démolir les preuves qu'amène l'accusation. Je vais quand même récapituler l'histoire pour ceux qui n'ont pas vu la première partie, qui pourtant est très intéressante. Et pour ceux qui l'ont vue, je sais qu'il y a énormément de protagonistes. Mais aujourd'hui, on va parler des preuves et du début de l'enquête. Je vais donc laisser la parole à Adam Lally, le procureur, et Alan Jackson et David Yannetti, les avocats de la défense, récapituler les faits et aussi montrer leur théorie. Quand le procès commence, c'est toujours le procureur qui doit amener les preuves. Adam Lally s'engage à prouver aux jurés que Karen Read a tué son conjoint, John O'Keefe, avec intention. Donc elle est accusée de meurtre au second degré. Il y a l'intention, mais ce n'est pas prémédité. Il va montrer pendant ce procès que le couple de Karen Read et John battait de l'aile, qu'ils étaient sur le point de mettre fin à leur relation qui durait depuis 2 ans. Et ce soir-là, dans la voiture, les deux se disputent. Karen Read, fatiguée, ivre, quand elle dépose John, là où il devait continuer la soirée, chez les Albert. Karen est folle de rage. John sort de la voiture côté passager. Il a encore à la main le verre du dernier bar d'où ils sortent, le Waterfall Bar and Grill. Quand il marche sur le bord de la route pour rejoindre l'allée de la maison des Albert, Karen démarre. Elle commence à partir, puis elle se ravise. Elle stoppe la voiture et elle fait une marche arrière rapide. Elle le percute et ensuite, elle part tranquillement chez John où elle va se coucher. Prise de remords et encore embuée par l'alcool, l'accusée ne dort que 3 heures. Ensuite, elle essaye d'appeler John, de le texter. Vers 5h30 du matin, elle reprend sa voiture pour aller le chercher. À 5h30, elle est rejointe par 2 amis de John, Jennifer McCabe et Kerry Roberts, alors que les 3 cherchent John. Dans cette voiture, Karen va dire beaucoup de choses. Notamment, elle dit qu'elle ne se rappelle plus rien de la veille, qu'elle avait beaucoup bu. Et à ce moment-là, elle ne se rappelle pas avoir amené John jusqu'à la résidence des Albert. C'est ce qu'elle dira à Jennifer et Carrie dans la voiture. Et donc les 3 commencent à chercher John près du Waterfall Bar and Grill. Ensuite, elle se dirige vers la résidence des Albert. Mais le procureur Lally explique que quelques heures après, quand elle fera son témoignage auprès du trooper Michael Proctor, elle dira qu'elle se rappelle du trajet, puisque elle dit s'être disputée avec John dans la voiture. Donc pour Adam Lally, elle ment quelque part. Karen a-t-elle oublié ce trajet ou elle s'en rappelle? Mais peut-être que ce flou est dû à l'alcool. Car à 9h du matin, 3 heures après la découverte de John dans la neige, le taux d'alcoolémie de Karen est 25% au-dessus de la normale. Le dernier verre qu'elle a consommé était vers 11h30, minuit. Donc, pour le procureur Lally, à minuit et demi, quand elle a percuté John, Karen Read était ivre. Et puis, le procureur continue son énoncé des faits. La personne qui a trouvé John O'Keefe, qui l'a vu sous un monticule de neige, c'est elle, alors qu'elles étaient 3. Parce que l'État peut prouver qu'elle savait qu'il était là. Parce qu'elle était déjà venue sur la scène de crime 30 minutes plus tôt. Et puis aussi, dans cette histoire, c'est Karen Read qui les a orientés vers elle. C'est la première à émettre l'idée qu'elle ait pu le percuter. C'est ce qu'elle dira à 3 personnes ce matin-là, alors que tout le monde portait secours à John. Pour le procureur Lally, la mort de John est un homicide. L'accusée, prise de passion et de haine, a voulu blesser son conjoint, lui faire du mal. Et la reconstitution de l'accident finira de prouver aux jurés que Karen Read est coupable. Quand le procureur Adam Lally a fini son exposé des faits, c'est au tour de David Yannetti et Alan Jackson de prendre le relais.
Et vous allez voir que autant Adam Lally est débonnaire, il parle très lentement. Et d'ailleurs, il est très long avant d'arriver à l'essentiel. Et ça, c'est important parce que pour les jurés, c'est difficile de rester 8 heures par jour assis sur une chaise à être concentré. Et souvent, avec Adam Lally, ils ont tendance à s'endormir. Mais ce n'est pas le cas avec Alan Jackson, l'avocat de Karen Read. Lui, il bouge vite, il parle vite, il pose des questions en permanence et en plus, il est agressif. Si les témoins ne disent pas exactement ce qu'il veut, il n'arrête pas de les harceler. Il fait sursauter le jury, il les maintient éveillés. La première chose qu'ils vont prouver aux jurés, et je vous rappelle que ce n'est pas leur rôle, eux, ils n'ont rien à prouver. Ils n'ont juste qu'à insuffler le doute dans la tête des jurés. J'ai une sorte d'admiration pour Alan Jackson. Il est très bon, il présente bien. Mais il ne faut pas se laisser leurrer. Ce n'est pas parce qu'il parle bien qu'il ne dit que la vérité. Il explique qu'il va prouver aux jurés que l'enquête, dès le départ, a été bâclée. La personne en charge de cette affaire, le trooper Michael Proctor, a tout fait dans cette enquête pour dissimuler des preuves. C'est très habituel dans un procès que les avocats de la défense critiquent la police. Mais là, Alan Jackson, il va très loin. Il affirme que le trooper a commis des actions illégales pour couvrir la famille Albert. Il continue en disant que le policier d'État connaît très bien cette famille. Et surtout, ce qu'ils montreront, c'est que Michael Proctor est désobligeant, incompétent. Il déteste Karen Read. Et c'est pour ça qu'il lui a tout mis sur le dos. La défense clame qu'ils ne vont pas mettre que le doute donc dans la tête des jurés. Ils vont aussi leur donner les vrais coupables. Et Alan Jackson présente alors sa théorie. Bien sûr, elle implique les résidents du 34 Fairview Road, qui est la maison des Albert. Pour eux, c'est là que John a trouvé la mort. John est entré dans cette maison à minuit 24. Brian Albert, le propriétaire de la maison, Higgins, l'ami de Brian, et Colin, le neveu de Brian, ont attiré pour d'obscures raisons John O'Keefe dans le sous-sol. Là, ils l'ont frappé. La preuve, c'est que John avait 2 yeux au beurre noir et une lacération au niveau de l'arcade sourcilière droite. À ce moment-là, le chien Chloé s'est jeté sur John et lui a attrapé le bras pour défendre son maître. John en est tombé en arrière, sur la tête. Quand les trois se sont rendus compte que John ne bougeait plus, ils ont paniqué. Ils sont remontés au rez-de-chaussée, où il y avait plusieurs personnes, et ils ont fait comme si de rien n'était. Les 6 personnes qui étaient présentes à ce moment-là dans la maison des Albert témoignent toutes que quand elles sont sorties de la maison pour partir et rentrer chez eux, ils n'ont jamais vu John au sol, dans le jardin. Et pour l'avocat, c'est évident, c'est parce qu'il n'était pas là. Brian Albert a déplacé le corps alors que tout le monde était parti. Il a porté John sur ses épaules, puis il a monté les escaliers qui mènent à la trappe pour sortir du sous-sol. Il a ensuite marché dans son jardin. Il a ouvert le portail qui donne au niveau du porte-drapeau, côté rue. Il a fait quelques mètres avec le corps lourd et inanimé de John sur les épaules. Puis il l'a jeté, là, le laissant mourir de froid. Et puis Alan Jackson dit qu'à 2 heures du matin, Brian a appelé Higgins, son ami, pour lui dire que l'affaire était réglée. Et ça, il peut le prouver. Quant à Karen, après avoir déposé John, elle est rentrée chez lui, comme prévu. Elle s'est couchée. Vers 4 heures du matin, elle s'est réveillée avec un mauvais pressentiment, parce que John n'était pas là. Elle commence à l'appeler, mais il ne répond pas. Elle le texte. Elle décide donc de monter dans sa voiture pour aller le chercher. Et en sortant sa voiture du garage, elle a percuté celle de John, le véhicule de John garé dans l'allée. Et pour David Giannetti, c'est là que son phare arrière droit s'est brisé. Ensuite, avec Jennifer McCabe et Kerry Roberts, elles repartent toutes les 3 pour chercher John. Et c'est vrai que c'est Karen qui l'a trouvé, qui l'a vu. À 6h10 du matin, enseveli sous la neige. Et ce que ne savait pas Karen à ce moment-là, c'est qu'elle venait d'être piégée. L'histoire que je viens de vous raconter, c'est la théorie de la défense, qui explique bien ce qu'ils veulent prouver pendant le procès.
c'est qu'il y a eu une conspiration entre la famille Albert et la police de Canton pour tout mettre sur le dos de Karen Reed. Quand le procès commence, c'est au tour du procureur Adam Lally, c'est à lui d'amener le poids de la preuve. À chaque fois qu'il fait venir à la barre un témoin, l'avocat de la défense a le droit de faire ce qu'on appelle un contre-interrogatoire. Et Alan Jackson n'a aucune pitié pour les témoins. Pour une meilleure compréhension, je vais commencer par les explications du médecin légiste, le docteur Ernie Scotty Bello, qui déjà montre à quel point cela va être difficile pour les jurés de choisir. Lors de son témoignage, c'est une journée extrêmement chaude à Boston. Et dans le tribunal, l'air conditionné ne marche pas. À plusieurs reprises, Ernie Scotty Bello a failli se sentir mal. Et elle explique que John a eu un traumatisme crânien sévère. Le choc est dû à un objet contendant, soit plat et dur. Il a une importante lacération du cuir chevelu et donc une fracture en dessous à l'arrière basse de la tête. Elle ajoute que la rencontre entre l'objet et le crâne de John a été extrêmement violente, très forte. Et cela a entraîné un saignement soudain dans la tête de John. Dans la boîte crânienne de John, il y a une hémorragie. Donc elle s'étend. Elle rentre dans tous les interstices du cerveau. Et aussi, le sang s'accumule autour des globes oculaires. Et c'est pour ça qu'il y a cette impression d'œil au beurre noir. Pour elle, ce n'est pas du tout des coups, c'est l'hémorragie interne, l'hémorragie qu'il a dans sa boîte crânienne. Sinon, sur John, il y a d'autres blessures, mais elles sont toutes superficielles. Il n'a pas d'autres fractures et les saignements qu'il a intra-abdominal sont dus à l'hypothermie. Parce que John est mort d'une hypothermie reliée à sa perte de connaissance à cause de son hémorragie cérébrale. John est tombé dans la neige et il n'a rien pu faire pour se réchauffer. La première chose qui l'a tué, c'est le froid. Les autres blessures sont une coupure au niveau de l'arcade sourcilière à droite, une légère abrasion au niveau du nez à droite, une légère abrasion sous la bouche, à droite toujours. Au niveau du bras droit, John a des lacérations superficielles de 3 à 7 mm. Il a une contusion sur le haut de la main droite, un hématome qui est le seul en fait sur son corps. Il a une lacération comme un petit trou au niveau du genou droit. Et c'est la seule blessure qu'il y a aux membres inférieurs de John. Et ça c'est important parce que ça va jouer sur ses conclusions définitives, finales. Les causes de la mort pour elle sont indéterminées. Elle ne peut pas choisir entre l'homicide ou l'accident. Le plus probable pour elle, c'est l'accident de la route, à cause du traumatisme crânien et de la perte de la chaussure. John, quand il est retrouvé, il lui manque une chaussure, ce qui est fréquent pour elle lors des accidents de la route. Quant aux lacérations qu'il y a au niveau de son bras droit à John, pour elle, ce ne sont pas des morsures de chien, comme l'affirme Alan Jackson. Elle dit que ce sont des blessures dues à un rapage, ce qui pour elle penche vers l'accident de la route. Mais la victime n'a pas d'hématome. Elle n'a aucune blessure au niveau abdominal ni au niveau des membres inférieurs. Et ça, ça l'empêche de choisir l'accident. Quant à une bagarre qui aurait dégénéré, pour elle, ce n'est pas possible. Déjà, les yeux au beurre noir, ce ne sont pas des coups. Les petites abrasions qu'il a au niveau du nez et de la bouche ne sont pas des griffures. Ce ne sont pas non plus des coups. Il n'y a pas d'hématome. Ce sont deux petits impacts rapprochés qui ont à peine saigné. Elle n'a aucune idée d'où cela peut provenir. Le seul signe serait peut-être pour elle la blessure de l'arcade sourcilière, mais John n'a aucune blessure de défense. Il n'a pas d'ADN sous les ongles non plus. Et il n'a aucune fracture autre que celle du crâne. Pour elle, ça ne rentre pas dans la catégorie d'une dispute, d'une bagarre. Et c'est pour ça qu'elle n'a pas choisi homicide. Le médecin légiste, qui d'habitude est un témoin très important pour le procureur, ici, elle ne l'aide pas. Même si elle ne contredit pas l'idée de l'accident, elle ne l'approuve pas non plus. Durant le contre-interrogatoire, Alan Jackson veut lui faire dire que c'est dû à une lutte, mais elle restera sur ses positions. Elle n'en changera pas. Pour elle, ce n'est pas possible. Ensuite, Adam Lally s'engage dans le chemin tortueux des preuves pures.
retrouvée par les troopers. Les troopers, pour ceux qui ne se rappellent pas, ce sont la police d'État, parce que cette enquête n'a pas été conduite par la police de canton. La première preuve qui est présentée, c'est un cheveu unique qui a été retrouvé sur la tôle de la voiture de Karen Reed, qui a été découvert sur le flanc droit, sous le phare brisé droit. Même si ce cheveu n'avait pas l'ADN pur de John O'Keefe parce qu'il n'y avait pas de bulbe, il a été démontré grâce à l'ADN mitochondrial que c'est bien celui de John O'Keefe. Donc ce cheveu appartient à John. Le procureur insinue que ce cheveu, s'il s'est retrouvé là, c'est qu'il y a eu un contact entre la voiture de Karen et la tête de John. En contre-interrogatoire par rapport à ce cheveu, la défense dit que c'est bizarre de retrouver un cheveu en équilibre sur la tôle, presque 20 heures après le drame, parce que ce cheveu est pratiquement à la verticale. Il a résisté au froid, à la tempête, parce qu'il a énormément neigé le 29, juste avant donc de saisir la voiture de Karen pour la mener à Sally Port. Sinon, pour eux, il n'y a rien de bizarre à ce qu'on retrouve un cheveu de John sur la voiture de Karen. Cette voiture, il l'utilisait. Ensuite, le procureur présente le phare brisé de Karen, c'est-à-dire les morceaux, les débris. Il y a en tout 7 morceaux, 4 qui sont gros et 3 plus petits. Ces morceaux ont été analysés et les techniciens n'ont rien trouvé dessus. Il n'y a pas d'ADN, pas de fibres de vêtements, rien. La seule chose que ces débris indiquent, c'est qu'ils appartiennent bien à la voiture de Karen Reed, à son feu arrière droit. Mais surtout, ils indiquent un emplacement qui aidera à la reconstitution de l'accident. Juste pour une petite information, il n'est pas bizarre qu'il n'y ait aucun ADN en fait sur ces débris, parce qu'ils ont été nettoyés par la neige, la tempête. Donc ça diminue énormément les chances de trouver quoi que ce soit sur les preuves. Ensuite, ils ont retrouvé près du corps de John un verre brisé. Donc c'est celui du Waterfall Bar and Grill qu'il avait dans la main en sortant normalement de la voiture. Ce verre est filmé avec John la dernière fois où il a été capturé sur une vidéo à minuit 11 quand il sortait du bar. Mais cela montre que ce verre a suivi John du Waterfall Bar and Grill jusqu'au moment de son décès. Donc apparemment il ne l'a pas lâché, il ne l'a pas posé. Il l'a gardé avec lui jusqu'à sa mort. Ensuite, les vêtements de John sont montrés au juré. Il y a son hoodie gris, son t-shirt orange et son jean. Il faut savoir que ces vêtements ont été découpés aussi par les urgentistes quand il est arrivé à l'hôpital. Sur tous ces vêtements, il n'y a aucun fluide appartenant à quelqu'un d'autre. Au niveau de la manche du hoodie gris, il n'y a aucun ADN de chien. Il n'y a d'ailleurs aucun ADN d'être humain non plus. Et donc, je vais revenir sur le chien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais la défense disait que ce chien avait disparu après que Brian l'avait fait abattre pour qu'on ne retrouve pas son ADN parce que selon Alan Jackson, ce chien a mordu John. Donc il s'avère que ce chien a été retrouvé par la défense. Il a bien été confié dans une autre famille, à la campagne. De l'ADN sur Chloé a été prélevé, mais ils n'ont aucun ADN avec lequel le comparer. Mais sur cette manche, il y a un ADN microscopique qui a été trouvé. Et quand la technicienne dit ce que c'est, tout le monde est sous le choc. L'ADN microscopique sur la manche de John, c'est du cochon. Durant le contre-interrogatoire, Alan Jackson se jette sur cet ADN de cochon. Il veut savoir si dans les gâteries pour chiens, il y a du porc. Rien ne l'arrête. Il veut faire un lien entre cet ADN de cochon et Chloé. Mais la technicienne dira que c'est peu probable, du fait que dans les gâteries pour chiens, les aliments sont extrêmement transformés. Elle pense plutôt que John, après avoir mangé, il s'est essuyé la bouche avec sa manche. Il avait dû manger du porc. Dans les vêtements aussi, il y a la chaussure de John, la sneaker, celle qui avait disparu. Elle a été retrouvée le 30 janvier, le lendemain de l'accident. Elle était sur la route, mais collée au trottoir, ensevelie sous 30 cm de neige. Les lacets ne sont pas défaits.
Durant cette nuit, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, il a fait moins 10 degrés. Quand John est retrouvé, il est à 2,50 m de la rue, du bord du trottoir, près d'un porte-drapeau. Plus bas, là où pointaient ses pieds, il y a un groupe électrogène et ensuite une borne incendie. La sneaker est au niveau du groupe électrogène. En contre-interrogatoire, les avocats de la défense remettent en cause le fait qu'elle ait été retrouvée aussi tard. Pour eux, les techniciens en scène de crime n'ont pas bien fait leur travail. Mais surtout, cela peut prouver qu'elle a été placée après. Et juste par rapport aux conditions climatiques, le 29, quand les techniciens en scène de crime sont arrivés, on était en plein milieu du blizzard. Et ils n'ont pas pu commencer les recherches, la fouille du site, avant 16 h de l'après-midi. Et pour être beaucoup plus méticuleux, les techniciens en scène de crime ont pris une souffleuse. C'est un travail qui a été long, et même si on n'est pas au milieu du blizzard, de la tempête, les conditions climatiques sont dures. Ensuite, ils ont trouvé, au niveau du pare-choc arrière de la voiture de Karen Read, des tout petits morceaux de verre qui sont posés, collés par le froid à ce moment-là, sur le pare-choc. Ces morceaux de verre sont transparents. Quand ils vont les analyser, ils se rendent compte que ces morceaux de verre ne viennent pas du verre du Waterfall Bar and Grill, le verre que John avait à la main. Ce n'est pas la même structure. Ensuite, le procureur appelle à la barre le lieutenant Gallagher, qui fait partie de la police de Canton. Il était en train de rouler pour rentrer chez lui avec sa voiture personnelle quand il a vu les pompiers et les ambulanciers en train de se diriger quelque part. Il a suivi les véhicules d'urgence pour arriver donc le premier policier à la résidence des Albert. La première chose qu'il a vue, c'est que quand les ambulanciers se sont jetés sur John pour l'aider, pour le sauver, il y avait autour du corps du sang. Le lieutenant Gallagher n'a rien pour prélever les indices, les preuves. Et donc, il demande au voisin, celui qui habite au 32 Fairview Road, qui a entendu les cris de Karen et qui est donc venu voir ce qui se passait. Le détective Gallagher lui demande s'il n'a pas quelque chose, un contenant, pour prélever toutes ces taches de sang. Les ambulanciers marchent dessus et il neige. Le vent soulève la neige et fait disparaître tout ce sang. Le voisin revient avec des gobelets en plastique, sans doute d'une ancienne soirée. Et le lieutenant, à l'aide des gobelets, il ramasse le sang dans la neige. Tout le contenu de ces pots ont été analysés. C'est bien du sang et c'est le sang de John O'Keefe. Il n'y a pas d'autre sang mêlé avec. Il n'y a pas d'autre ADN. Et quand c'est le moment du contre-interrogatoire, Alan Jackson n'en revient pas. Il lui dit qu'un policier ne fait pas ça. Ne prélève pas du sang avec des gobelets en plastique. Il lui dit qu'on a affaire à un policier incompétent. Le détective Gallagher ne peut pas réellement répondre à Alan Jackson. Il sait que la technique de fortune qu'il a utilisée n'est pas protocolaire. Mais il avait peur que les preuves disparaissent. Et pour ma part, je pense qu'il a eu raison de faire ça. Parce que s'il n'avait pas prélevé tout ce sang, les avocats de la défense auraient pu dire que dans ce sang, dans ces preuves qui ont donc disparu, il y avait l'ADN des 3 coupables. Le fait que le détective Gallagher ait prélevé ce sang affaiblit la théorie de Alan Jackson. Parce qu'il dit que John a été frappé. La personne qui l'a frappé, notamment Colin, s'est blessée. Colin aurait frappé tellement fort qu'il s'en est ouvert les jointures des mains. C'est la preuve qu'ils vont amener. Mais sur la scène de crime, il n'y a donc aucun ADN autre que celui de John O'Keefe. Ensuite, le procureur Adam Lally, après avoir présenté toutes ces preuves, il appelle le détective en charge de l'affaire, le trooper Michael Proctor. Ce policier d'État est responsable de coordonner l'enquête, de la préservation des preuves et de l'intégrité des témoignages. Un trooper se déplace toujours par 2. Il est donc en permanence avec son partenaire, le trooper Wicknick. Donc souvent je vais dire ils parce que c'est les 2 troopers. Il explique comment il a mené son enquête le jour où ils ont découvert le corps de John. À 11 h, il se rendait chez Jennifer McCabe, car c'est elle qui a appelé le 911. Quand ils arrivent, elle est accompagnée de son mari, Matt McCabe. Il y a aussi présent Brian Albert. Les 3 sont interrogés séparément. Les 3 disent exactement la même chose. John n'est pas rentré chez les Albert ce soir-là.
la dernière fois qu'ils l'ont vue, c'était au Waterfall Bar and Grill. Jennifer McCabe précise aussi aux troopers qu'elle a vu la voiture de Karen Reed devant la maison des Albert. Elle en est sûre. Ensuite, ils sont partis interroger Karen Reed. Elle vient d'arriver chez ses parents. Elle a été hospitalisée toute la matinée. Elle a fait une attaque de panique sur la scène de l'accident. Quand les troopers arrivent, ils remarquent la voiture de Karen Reed. Ils s'aperçoivent que son feu arrière droit est cassé. Ils partent interroger Karen. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est la seule fois où Karen va témoigner à la police. Après ça, ses avocats vont lui interdire de parler à la police. Donc, elle raconte aux troopers que ce soir-là, elle avait beaucoup bu. Mais elle est sûre et certaine d'avoir déposé John devant la maison des Albert. Elle l'a même attendu un petit peu. Elle a texté pour savoir s'il était entré. Il n'a pas répondu. Elle est partie, elle est allée se coucher. Et au bout d'1 heure d'interrogatoire, le trooper Michael Proctor saisit son téléphone et ils s'en vont. En sortant de chez les Reed, la remorqueuse est là pour embarquer la voiture de Karen. Ils accompagnent donc la remorqueuse jusqu'à Sally Port. Sally Port, c'est le garage des techniciens en scène de crime. Et donc quand ils arrivent, le trooper Michael Proctor signe et note l'heure, 17h30. Ensuite, il part au débriefing où il rencontre les autres troopers qui travaillent sur l'enquête. Ils sont à peu près 10 pendant les 2 premiers jours. Et lors de cette réunion, tous les troopers visualisent les caméras de surveillance qui donnent sur la sortie du garage de John O'Keefe. Et comme ils n'ont pas encore de mandat, ils ne peuvent pas appeler Google Nest pour réquisitionner ces vidéos. Mais par contre, ils peuvent les visualiser. Il y en a 4. La première montre à 18h30 Karen et John partir en voiture, sans doute vers le restaurant. À minuit 40, on voit donc Karen revenir toute seule et rentrer avec sa voiture dans le garage. À 5h07, c'est la 3e vidéo, Karen sort sa voiture du garage, sans doute pour aller chercher John O'Keefe. Et la 4e vidéo est à 5h42 du matin, où Karen est filmée en train de rentrer dans l'allée du garage et elle se gare près de la voiture de John O'Keefe. Ensuite arrivent 2 personnes qui sont Jennifer McCabe et Kerry Roberts. Les 3 discutent près de la voiture de Karen et montrent du doigt le feu arrière. Certains troopers prendront des notes sur ces vidéos, ce qui tombe bien parce que cette vidéo, la dernière, a disparu. Et le trooper Michael Proctor, qui n'a vu cette vidéo qu'une seule fois, pense que c'est Karen Reed qui l'a effacée. Peut-être est-ce une mauvaise manipulation, mais dans tous les cas, c'est la seule à avoir le mot de passe. À la base de tout ce qu'il a appris, à ce moment-là, il dit que oui, il pense que Karen a percuté John avant qu'il ne rentre chez les Albert. Il pense qu'elle est coupable. Il dit ensuite que quand ils ont retrouvé la 2e sneaker de John, cela a confirmé ses soupçons. Il est habitué à traiter les accidents de la route, voiture contre piéton. Et c'est très fréquent que les piétons perdent leurs chaussures lors de l'impact. Ensuite, le procureur lui demande une dernière chose. Est-ce que le trooper Michael Proctor a parlé de cette affaire sur les réseaux sociaux? Et il dit que oui. Et c'est là qu'on passe au contre-interrogatoire. Parce que vous allez voir que ce n'est pas le meilleur policier de l'État. En enquêtant, les avocats de Karen Reed se sont rendus compte que Michael Proctor et la famille Albert se connaissaient. La sœur de Michael Proctor est une très grande amie de Julie Albert. Pour ceux qui ne se rappellent pas qui est Julie Albert, c'est la femme de Chris Albert, le restaurateur à Canton. C'est aussi la mère de Colin Albert. La défense accuse Colin d'avoir frappé et donc tué John O'Keefe. Julie et Chris, son mari, plus leur fils, Colin, sont les voisins de John O'Keefe. Michael Proctor, en prenant cette enquête, il avait juré qu'il ne connaissait aucun membre de la famille Albert. En plus, c'est lui qui a fait l'interrogatoire de Julie Albert, il ne l'a pas confié à quelqu'un d'autre. Et 45 minutes après cet interrogatoire, elle a texté pour lui dire qu'elle voulait lui faire un cadeau. Il lui a répondu « Pas à moi, mais plutôt à ma femme ». Donc, Michael Proctor
vient d'accepter un cadeau d'une personne d'intérêt dans cette affaire. Et puis en enquêtant, les avocats de Karen Read sont tombés sur un gros morceau qui va faire très mal. Ils se sont rendus compte que Michael Proctor avait un groupe d'amis d'enfance sur Facebook. Le soir du 29 janvier, quelques heures après avoir été saisi de l'enquête, il a commencé à parler de cette affaire. Surtout, il parle de Karen Read. Il l'insulte. Il dit des mots que je n'ai pas le droit de dire sur YouTube. Il l'insulte personnellement. Il dit qu'elle a les fesses plates comme une limande. Et à un moment donné, sorti de nulle part, il dit même qu'il espère qu'elle mettra fin à ses jours. Il dit plein de choses sur Karen, et pas que le 29, mais pendant toute son enquête. Notamment, il dit qu'il a réquisitionné son téléphone alors qu'il n'avait même pas de mandat, mais il voulait voir s'il y avait des photos d'elle nue dedans. Quand on lit les textos de Michael Proctor, on s'aperçoit qu'il est extrêmement arrogant et méchant. Surtout envers Karen Read. Dès le début, il dit qu'elle est coupable. Et il traite différemment la famille Albert. Très rapidement, il dit qu'ils ne sont pas suspects, qu'ils n'ont rien à voir avec cette enquête. Et c'est ça qui hérisse les poils de Alan Jackson. On s'aperçoit aussi dans les textos que dévoile la défense qu'il a demandé au docteur Ernie Scodibello de changer les causes de la mort, d'enlever indéterminé pour mettre homicide. Il a donc texté son partenaire pour lui dire qu'il n'avait pas réussi à lui faire changer d'avis, que le docteur Ernie Scodibello faisait du sale travail et en plus, il la traite aussi de mots vulgaires. Les avocats de Karen Read lui demandent pourquoi il n'a pas fouillé la maison des Albert, pourquoi il n'a pas prélevé l'ADN des personnes présentes à l'après-soirée chez les Albert. Il lui demande aussi pourquoi il n'a pas saisi le téléphone de toutes ces personnes pour voir s'ils avaient communiqué ensemble. Pour la défense, Michael Proctor n'a pas fait son travail. Mais en plus, ils ont trouvé une faille catastrophique dans le témoignage du chef d'enquête. La saisie de la voiture de Karen Read. Michael Proctor a marqué qu'elle était arrivée au Sally Port à 17h30. Et quand ils ont regardé les vidéos, ils se sont rendus compte que la voiture de Karen Read est rentrée dans le garage à 16h06. Ce n'est pas la même heure. Et en plus, c'est très important. Parce que toutes les preuves que je vous ai énoncées tout à l'heure, elles ont été trouvées à 17h30. Donc pour Alan Jackson, cela confirme sa théorie. Mais maintenant, le phare de Karen Read a été cassé, brisé, alors que la voiture se trouvait au garage de Sally Port. Ce sont des troopers qui l'ont cassé et ils ont amené tous les débris sur la scène de crime. 30 minutes après, les techniciens les trouvaient. Et en plus, il manque un bout de vidéo du garage de Sally Port entre 17h et 17h30. Là où, pour Alan Jackson, tous les faits se sont passés. Quand le procureur reprend la parole, il essaye de démêler tout ça. Mais Adam Lally n'était pas au courant de cette erreur de transcription de Michael Proctor. Et pour reprendre le dessus, il explique qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de raison de fouiller la maison des Albert. Toutes les personnes présentes ont dit la même chose. John O'Keefe n'est pas entré. La dernière fois qu'ils l'ont vu, c'était au Waterfall Bar and Grill. À ce moment-là de l'enquête, aucun juge n'aurait délivré un mandat. Tout cela ne change rien aux faits. John O'Keefe a été retrouvé mort devant la résidence des Albert. C'est Karen Read qui l'a vu pour la dernière fois et c'est elle qui l'a retrouvé. Et pour lui, c'est impossible qu'un trooper, en moins de 1 heure, puisse casser un phare à Sally Port, prend tous les débris, part jusqu'à la scène de crime pendant la tempête, que ce trooper arrive sur le lieu de l'accident sans être vu, qu'il arrive à déposer tous les débris, tout ça devant les techniciens en scène de crime qui sont là. Ils sont là tout le temps. Et personne n'aurait rien vu. C'est impossible. Mais le procureur peut dire tout ce qu'il veut. Michael Proctor vient de démolir l'enquête. Tout ce qu'il a dit n'est plus crédible, même s'il a raison. La confiance envers la police est brisée. Michael Proctor est le parfait mauvais flic. Il a une vision tunnel, il ne fait pas bien son travail, mauvaise retranscription.
et il a un jugement rapide, sans réflexion. Après s'être fait démolir, l'accusation continue. Et ils essayent de donner le ton avec le trooper Joe Paul, qui est le technicien qui a reconstitué l'accident. C'est un expert. Mais encore une fois, il y a un problème. Joe Paul n'est pas du tout à l'aise pour témoigner. Il bégaye, il ne trouve pas ses mots, il parle très vite et tout doucement. La juge n'arrête pas de lui dire de parler plus fort. Et quand il doit pointer une photo avec le laser, il tremble tellement qu'il n'arrive pas à montrer l'endroit exact. C'est du petit lait tout ça pour la défense. Le trooper Joe Paul explique qu'il a pris en charge la voiture de Karen Reed le 30 janvier dans le garage de Sally Port. Grâce à la boîte noire de la voiture, il obtient les vitesses et les localisations. Par contre, il n'y a pas l'heure. Il n'y a pas d'heurodata dans la boîte noire. Et avec toutes les données de la voiture, les preuves trouvées sur la scène de crime, il peut définir, reconstituer l'accident. L'impact a eu lieu près du groupe électrogène. John O'Keefe est retrouvé à 4 mètres de là, au niveau du porte-drapeau. Il définit ce lieu grâce aux débris du feu arrière brisé et aussi à l'aide de la chaussure de John O'Keefe. Pour lui, Karen vient de déposer John devant la maison des Albert. Elle s'est arrêtée au niveau du groupe électrogène. John sort de la voiture. Quand il est à l'arrière, elle repart en s'éloignant de John. Elle accélère pour atteindre 17 km/h. Là, elle se ravise. Elle stoppe pendant 2 secondes et demie pour repartir, mais cette fois-ci en marche arrière. Elle atteint la vitesse de 38 km/h au moment de l'impact. Pour lui, c'est le bras de John, le bras droit, qui amortit le choc. Dans sa main, il a un verre et une paille qui proviennent du Waterfall Bar & Grill. C'est le verre qui frappe la tôle arrière de la voiture et qui laisse une bosse, une marque. Et dû à cet impact, John est envoyé dans les airs. Il perd une chaussure, comme la plupart des accidents de la route. Il retombe sur la tête à l'arrière, où il se fait ce traumatisme crânien sévère. Il perd conscience immédiatement. Voilà comment se sont passés les faits pour le trooper Joe Paul. Ensuite, Adam Lally, le procureur, lui demande de revenir sur le feu arrière de Karen Reed. Est-ce qu'elle aurait pu le casser contre la voiture de John en sortant du garage, comme le stipule la défense? Il explique qu'elle n'a pas pu casser son feu arrière contre le véhicule de John. Ils ont analysé le véhicule de John. Il n'a aucun impact, aucune égratignure, aucune bosse. Et puis, il n'y a aucun débris au sol. Ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Et c'est sans doute pour cette raison que la défense a changé sa théorie et que maintenant, il proclame qu'elle n'a pas cassé son feu, que c'est des troopers au Sally Port qui l'ont brisé. Juste pour moi, la version de la défense ne peut pas marcher parce que Kerry Roberts, qu'on verra la semaine prochaine, elle a vu le phare cassé de la voiture de Karen Reed à 5 h du matin. Quand c'est le moment du contre-interrogatoire, le trooper Joe Paul est encore plus tremblant. Et je le comprends. Alan Jackson ne croit pas du tout à sa théorie de l'accident. Rien ne concorde. L'avocat s'étonne que John ait pu être renversé à 38 km/h alors que sur son corps, il n'a pas d'hématome ni de fracture. Le bras, ce ne sont que des égratignures. Mais pourtant, il a fait un vol de 2 à 3 mètres. Et ça aussi, ça l'étonne à Alan Jackson. Parce que la reconstitution de l'accident place le corps de John près du trottoir. Sauf qu'il a été retrouvé près du porte-drapeau. La thèse de l'accident est inadmissible. Et Alan Jackson continue en disant que s'il avait été percuté, John, il y aurait eu du bruit. Or, dans la maison des Albert, personne n'a rien entendu. Et Jennifer McCabe, qui est soi-disant en train de regarder par la fenêtre, elle n'a rien vu. Malgré le fait que le trooper Joe Paul est tremblant, il a juste analysé la situation avec les preuves qu'il avait. Et je pense que dans cette affaire, il manque quelque chose. Il manque un élément qui pourrait relier tous les points. Mais en attendant, pour cette semaine, c'est fini. Et la semaine prochaine, on aura tous les témoignages de Brian Albert, Jennifer McCabe, Kerry Roberts, la meilleure amie de John, et Colleen. Et on verra comment le procureur et Alan Jackson vont s'en sortir. Et puis, est-ce que Karen Reed va témoigner
Elle qui se dit innocente. Et donc à ce moment du procès, si vous étiez un juré, vous pencheriez vers la conspiration ou l'accident de la route? Et donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Je vous souhaite à tous un superbe été, profitez-en bien et à la semaine prochaine.